Y a todos, bienvenidos, bienvenidas, simplemente de manera muy breve, simplemente, como digo, darles la bienvenida a este acto, esta primera edición, además de un nuevo espacio que hemos denominado Diálogos ULL, en el cual simplemente queremos abrir la universidad a cuestiones de actualidad, cuestiones de relevancia social. Y la verdad es que vamos a empezar con un tema pues, justamente de máxima actualidad, de máxima trascendencia, de máxima actualidad, después, como saben, del último pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Sáhara Occidental y el tema de los recursos naturales, del conflicto en relación con la gestión de los recursos naturales, ¿no? El conflicto del Sáhara es algo que nos toca muy de cerca a los canarios y a las Canarias, con el que estamos muy sensibilizados desde siempre, y desde luego la Universidad de La Laguna quiere estar ahí como espacio de diálogo, de reflexión, de debate y también de crítica, porque tenemos que ser críticos. La universidad tiene que recuperar ese liderazgo histórico, ¿no? en las luchas y en los espacios de debate y de reflexión, y por eso, pues bueno, encantado de abrir las puertas para este diálogo, para este primer diálogo ULL en un tema de tanta trascendencia y tanta importancia. Muchísimas gracias a todos los que se han implicado en que esto haya sido posible. Nos ha desbordado, digamos, la asistencia, no esperábamos tanta asistencia, pero estamos satisfechos por lo que significa en cuanto a la respuesta que existe ante un tema de tanta importancia para el archipiélago canario. Pues sin más, ya doy paso a los conferenciantes cuando quieran. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bonjour à toutes et à tous. Et je dois vous dire la joie toute particulière qu'il y a à être aux Canaries pour parler du peuple sahraoui et au sein de l'université. Je suis moi-même universitaire à Lyon et j'interviens aujourd'hui comme avocat du peuple sahraoui. Et j'insiste sur le fait que lorsque nous prenons la parole devant les cours de justice, c'est pour dire je prends la parole au nom du peuple du Sahara occidental. Et nous sommes sur une dimension fondamentale qui est celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit à l'autodétermination. Et je vais essayer de vous donner quelques idées assez claires et simples sur ce que nous avons fait, sur ce qui reste à faire. Je précise évidemment aux étudiants intéressés et aux chercheurs que je suis chercheur, que mon mail est disponible pour adresser toute la documentation que vous souhaitez, et s'il y a des travaux de recherche, j'y participerai vraiment très volontiers. Cela fait maintenant 6 ans, je crois, que nous avons entrepris cette démarche avec les dirigeants sahraouis. Et je dois saluer la mémoire du président Abdelaziz qui nous avait reçus dans les camps de réfugiés pour une réunion de travail qui était tout à fait étonnante, vu que, étant au cœur de la difficulté de ce que vivent les personnes, nous arrivions en disant il y a peut-être quelque chose à faire avec le droit et avec le droit européen. Et vous imaginez bien qu'il a fallu quand même argumenter, vu que ce n'était pas quelque chose de simple. Dans les temps, cela paraît distant entre d'un côté un peuple africain colonisé, victime de l'occupation militaire, musulman, qui allait songer à s'adresser à une cour européenne, occidentale, qui est plutôt reconnue comme étant la cour du business des affaires européennes.
Mais nous savons que là derrière, il y a des questions de droit fondamental. Nous avons un grand respect pour le travail des juges. Et je vous dis tout de suite ici, dans cette université, que de tout le travail qui a été fait, nous ne pouvons pas laisser dire l'Europe c'est comme cela ou l'Europe c'est comme cela. Il faut distinguer. Actuellement, nous avons tous les problèmes avec le Conseil de l'Union européenne et avec la Commission européenne qui jouent le jeu de la colonisation. En revanche, nous avons des atouts considérables avec la Cour de justice de l'Union européenne qui a fait faire des progrès très importants à la cause du peuple sahraoui. Donc, ne mettez pas l'Europe dans un tout, on est pour ou on est contre. Je crois que c'était le débat qu'il y avait un peu en Italie. Il faut distinguer et il faut mesurer. De ce travail qui a été fait et dans cette présentation un petit peu courte, je vais vous donner quelques points clés. Le premier est que, et ça je crois que ça intéresse les étudiants, c'est que de longue date, le droit international était une référence presque théorique ou qui permettait de nourrir un discours politique. Et on pouvait faire un colloque, on pouvait faire une motion, on pouvait faire une résolution à l'ONU, mais c'était un droit qui ne s'appliquait pas, vu que toute l'application dépendait du rapport de force politique sur place. Et évidemment que pour le peuple sahraoui qui a vécu de plein fouet la guerre froide, c'était flagrant de voir comment il y avait un discours du droit et que dans la réalité il n'y avait rien. Les choses ont changé. Je suis un chaud partisan de l'utilisation du droit international. Et je pense que c'est un droit qui offre des forces considérables pour l'avenir du monde. Et ce que nous faisons pour le peuple sahraoui, avec une coopération de chaque instant avec les dirigeants, porte des messages tout à fait importants. Et ce message, c'est que nous avons maintenant les moyens de rendre ce droit international effectif. Les règles de droit n'ont pas changé. Ce qui change, c'est l'application. Auparavant, l'application n'était qu'un deal, une négociation, et souvent ça se butait sur les réalités économiques. Maintenant, nous commençons, nous n'avons pas tout, mais nous commençons à pouvoir l'appliquer et imposer cette application. Alors, c'est le paradoxe du jeu de la mondialisation, c'est le paradoxe du libre marché du jeu européen, mais notre rôle n'est pas, par une décision de justice, d'obtenir l'indépendance du territoire et la liberté pour le peuple sahraoui. Aucune décision de justice ne peut donner l'indépendance d'un peuple. Tout notre rôle, c'est, par un travail permanent, avec l'organe souverain du peuple du Sahara occidental, de marquer des coups, d'infliger des défaites à ceux qui sont les colonisateurs, à ceux qui ont brimé ce peuple, à ceux qui profitent indûment de sa richesse, à ceux qui assument la répression politique pour de menus avantages d'argent. Notre rôle est de porter de coups à cela pour rétablir une base de discussion et ensuite ça sera au cadre politique de juger. Et sur ce plan, je m'en renvoie et je vous invite beaucoup à la lecture des deux décisions de justice qui ont été rendues par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 décembre 2016 et le 23 février 2018. L'arrêt qui est le plus important, parce que celui qui pose toutes les questions, c'est l'arrêt du 21 décembre 2016. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on le trouve très facilement en allant sur le site de la Cour. Et maintenant, il a connu une certaine gloire. Alors vous allez écrire Front Polisario, Union européenne, et voilà l'arrêt qui va sortir. Il est évidemment dans toutes les langues. Cette décision, vous lirez, donc je précise aussi pour ceux qui ne sont pas de formation juridique, que la décision est rendue par la grande chambre de la Cour d'appel qu'il y a à l'intérieur de la Cour de justice de l'Union européenne. Puis nous avions fait un premier procès qui avait été gagné, ils ont fait un appel, et donc c'est à l'intérieur de la Cour, la juridiction d'appel,
est au sein de la juridiction d'appel de la Grande Chambre avec 15 magistrats, dont le président de la Cour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance supérieure. Voilà. Donc quand on dit oui, mais la Cour va peut-être changer, la Cour ne changera rien. Le droit, il a été dit. Le problème maintenant, c'est de finir cette application du droit. Mais tout est dans l'arrêt du 21 décembre 2016. Et ce qui a été pour nous, deux choses ont été particulièrement importantes. La première est que la Cour a accepté de faire le passage entre le droit international et le droit européen. Alors, c'est un peu technique, non, ça change tout. Parce que le droit international n'est pas applicable directement devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas saisir le tribunal espagnol avec la charte de l'ONU. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas saisir un tribunal espagnol avec la Convention de Genève. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez le saisir qu'avec le droit européen. Et donc ce que nous avons proposé à la Cour, et ce que la Cour a accepté, c'est de lire le droit européen en fonction du droit international. Ce qui fait que nous arrivons à ce basculement qui change tout. Et je dis au gouvernement, comprenez que le monde a changé, comprenez que le monde juridique a changé pour le peuple sahraoui. Parce que nous avons maintenant la possibilité d'appliquer le droit international directement devant les tribunaux. Et ce que nous avons commencé à faire, la Cour, dans son arrêt du 21 décembre 2016, commence, chacun peut le lire sur Internet, l'article 1, la charte de l'ONU. Mais il y a 10 ans, je parle ici comme universitaire, il y a 10 ans, on vous aurait dit, vous allez avoir un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui parle de la décolonisation et qui commence par la charte de l'ONU. L'étudiant aurait dû avoir un sacré argumentaire, parce que je crois qu'il aurait peut-être eu une note éliminatoire. Et c'est en cela que le temps a changé. La Cour, elle prend article 1 de la charte de l'ONU. La paix dans le monde repose sur la coexistence des peuples. Il y a un peuple sahraoui, il y a un peuple marocain. La paix dans la région reposera sur la coexistence de ces deux peuples. Il y a des aspects techniques dans l'arrêt, mais le message fondamental, c'est celui-là. C'est-à-dire que si ça a si bien marché avec la Cour de justice, c'est parce que c'est fondamentalement un message de paix par la cohabitation des peuples. Ce qui veut dire aussi, parce que les juges, contrairement à ce que j'entends parfois, n'ont pas la main qui tremble quand ils écrivent, c'est une condamnation sans appel de la colonisation et de l'occupation militaire. Qu'on ne nous parle plus d'administration de facto, qu'on ne nous parle plus de bénéfices de ceci, de cela. C'est une occupation militaire. Et je peux dire, parce que je suis ici sur une terre européenne, et que c'est le droit. Et que si demain je fais un procès pour une cargaison de pêche qui arrive du Sahara occidental, j'appliquerai directement ce principe. Donc, au point de vue de la technique juridique, le grand apport, c'est donc le passage du droit international qui est devenu un droit européen et un droit européen directement applicable. Sur le plan pratique, vous avez dans un accord international un article qui dit l'accord s'applique au territoire du Maroc, vu que c'est la question. Voilà, je crois que c'était l'article 94 de mémoire. Et on nous dit, oui, mais c'est un débat pour l'ONU, c'est un débat pour le Conseil de sécurité. Sous-entendu, on veut continuer les crimes, fichez-nous la peine. Et non, nous avons dit pas d'accord. L'article 94, il est dans un traité européen. Vu que c'est un traité européen, la seule cour qui est compétente pour l'interpréter, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la Cour de justice de l'Union européenne doit rendre un arrêt qui sera valable sur les 28 États de l'Union européenne et pour l'ensemble des entreprises et l'ensemble des hommes politiques et l'ensemble des collectivités européennes, qui sera de dire qu'est-ce que c'est que le territoire du Maroc pour l'Europe. Eh bien, la Cour, elle a répondu de manière nette. Il y a deux territoires distincts et séparés. Le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental et sur les eaux adjacentes. Et le seul qui puisse décider, c'est le peuple sahraoui. Voilà. Et ici, c'est la deuxième évolution, celle qui compte vraiment. Celle qui compte vraiment dans ces décisions de justice. Auparavant, on voyait une opinion qui ne pouvait pas ignorer que les États n'ont pas reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, parce que le Sahara occidental
est sur la liste des territoires à décoloniser. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Donc les États étaient un petit peu dans l'ambiguïté, mais ils avaient trouvé cette solution. Très colonialiste, hein. Je fais le bien à votre place. Je sais ce qui est bon pour vous. Et donc il disait, le Maroc, bon, c'est pas vraiment chez lui, mais s'il fait des choses dans le bénéfice de la population, alors c'est bon. Ce qui fait que vous pouvez faire 5 km de route et un an de colonisation, ah, c'est pas de problème. Voilà. Et donc nous avons voulu interrompre cela. Nous avons voulu casser cette mécanique. Et la Cour, elle a répondu à 100%. Elle dit dans son arrêt, paragraphe 106, la question n'est pas de savoir si l'activité sur les ressources naturelles se fait au bénéfice de la population ou non, si ça profite à la population ou non. La seule question, et je le dis pour les dirigeants politiques qui n'auront pas encore compris, la seule question c'est le peuple du Sahara occidental a-t-il donné son consentement? Et devant la Cour, nous avions eu des échanges très vifs, avec même un juge qui avait pris la parole en disant « Mais ce n'est pas à la Commission européenne de dire ce qui est bon pour les Sahraouis. Les Sahraouis ont un organe souverain, c'est le Front Polisario. Vous avez encore une campagne de discrédit sur le Front Polisario. Pourquoi il y a une campagne de discrédit sur le Front Polisario? Parce qu'il est efficace. Parce que c'est un organe remarquable, et je le dis ici devant Mohamed Haddad, qui en est un des grands dirigeants historiques. Quand nous avons attaqué le procès, qu'est-ce que c'est que ce Front Polisario? Qu'est-ce que c'est? Ils nous ont fait chercher dans toutes les archives. Et quand il y avait besoin d'une archive, qu'est-ce qu'on faisait? Un coup de téléphone à Mohamed Haddad, et dans l'après-midi, on recevait le document, qui datait de 1960, qui datait de 70, qui datait de 80. Toujours des mécanismes démocratiques, toujours des résolutions claires, toujours des statuts impeccables. Jamais un attentat, jamais une violence, le respect de cessez-le-feu. Et si nous avons gagné, c'est parce qu'il y a le Front Polisario. Sans le Front Polisario, nous n'aurions rien pu faire. C'est tout à fait clair. Et quand j'entends encore des gouvernements qui disent oui, mais on va parler, on va s'intéresser aux populations sahraouies, c'est pas les populations sahraouies, c'est le peuple sahraoui. C'est le peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination. Et il est irresponsable de la part de la Commission européenne, qui est instrumentalisée, poussée par des dirigeants politiques, essentiellement français, mais aussi espagnols, disons-le franchement, de créer des organismes tiers pour tenter de discréditer le Front Polisario. J'ai dit que toute notre action, c'était la recherche de la paix et de la coexistence paisible des peuples. Le Front Polisario est signataire du cessez-le-feu. On me dit c'est un parti politique. Non, c'est le représentant du peuple. Il a signé un cessez-le-feu. Depuis 25 ans, ce cessez-le-feu est respecté. Quel autre organisme sera en mesure de le faire? Il y a eu un mouvement d'unité qui est absolument remarquable. Et le Front Polisario a par ailleurs ratifié les conventions de Genève. Ça aussi, ce sont des choses que les étudiants doivent savoir. On découvre comme, qu'est-ce que c'est ce front? Non, c'est l'organe souverain du peuple. Là, les autorités suisses sont gardiennes des conventions de Genève. Il y a 192 États qui ont signé. 192 États. Arrive le Front Polisario. Les autorités suisses ne donnent pas la signature des conventions de Genève à n'importe qui. Vous devez savoir qu'elles l'ont même refusé à l'OLP. Et les ont accordé au Front Polisario. Le Front Polisario est un sujet de droit international. La signature du Front Polisario a été notifiée aux 192 États membres signataires des conventions de Genève. Un seul a protesté, le Maroc. La protestation du Maroc a été signifiée à tous les signataires. Aucun n'a protesté. C'est-à-dire que le gouvernement espagnol qui dit « mais le Front Polisario, est-ce qu'on peut discuter avec eux ?» Ils l'ont reconnu, le Front Polisario. Ils n'ont pas protesté quand le Front Polisario a signé un cessez-le-feu. Ils n'ont pas protesté quand le Front Polisario a ratifié les conventions de Genève. Et on trouverait beaucoup d'autres exemples sur ce plan. Si vous voulez la paix dans la région, si vous voulez résoudre cette question, il faut traiter la question au fond. Et la question au fond, c'est de dire les choses noir sur blanc. Les choses noir sur blanc, c'est que nous sommes sous un régime d'occupation militaire. La marche verte a été une insulte à la justice internationale et au principe du droit. Et la marche verte n'était qu'un outil de propagande, parce que c'était ni une marche, ni verte, c'était une conquête militaire, comme au temps de Napoléon. Voilà, conquis des territoires auxquels on n'a aucun droit. La Cour de justice
de 1975 s'était prononcé le matin pour dire qu'il n'y a aucune souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, Hassan II, roi du Maroc, l'après-midi, la justice nous a rendu ce que Dieu nous avait donné, on peut reprendre notre territoire. Et c'était la guerre froide, et le droit a été violé de cette manière. Donc maintenant, les temps ont changé, parce que nous sommes en mesure de leur dire qu'un peuple de 300 000 personnes, divisé, réfugiés, africains, colonisés, musulmans, qui n'a pas un statut reconnu en Europe, obtient l'écoute des juges parce qu'il dit un peuple définit son avenir par l'application du droit international. Et je peux vous dire, je dirais mes chers amis, parce que nous sommes dans un cadre amical, nous sommes toujours dans un cadre amical quand nous parlons du droit. Le droit est l'ami de tous. Ce message a été extrêmement bien reçu par les juges qui voient avec un peu de désespérance ce qu'est l'actualité économique internationale, ce qu'est la vie internationale, avec le terrorisme international, les États désagrégés, les opérations militaires. Et ils voient l'obstination du Front Polisario qui dit « Je respecte le cessez-le-feu, j'agis par le droit international, la négociation, le recours en justice. » Et ça intéresse, c'est le troisième point que je voulais aborder, l'attitude qui a été celle des gouvernements lorsque le Front Polisario agit en justice. Et je parle ici aux étudiants qui prendront les professions juridiques. La grande bataille a été celle de la recevabilité. La grande bataille a été de se faire admettre devant les tribunaux. Et on pourrait le développer, mais c'est un petit peu technique. S'il y a des étudiants en droit qui veulent creuser le sujet, on prend une demi-heure tout à l'heure, ça sera un plaisir d'échanger avec eux. Mais la bataille de la recevabilité, elle est souvent présentée comme médiatiquement et par la propagande, comme un moyen de ne pas parler du reste. Voilà. Bon. Eh bien, nous avons vu, alors que ce peuple s'adressait à la justice, ce qui est la démarche la plus saine. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à un peuple soumis par l'occupation militaire que de s'adresser à la justice avec des avocats, avec des mémoires, en invoquant les principes du droit? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de mieux? Mais on s'est rendu compte à ce moment-là, de manière flagrante, à quel point le discours sur les droits de l'homme est, pour une part essentielle, un discours d'hypocrite, un discours de colonisateur, un discours de mépris. À aucun moment il y a eu un mot, ni de la France, ni de l'Espagne, ni du Portugal, ni de l'Allemagne, ni de la Belgique, ni de la Commission, pour dire vous avez une démarche intéressante, venez devant le juge. Une fois que vous serez devant le juge, j'essaierai de vous donner tort. Ils ont tout fait pour que nous ne puissions pas venir devant le juge. Parce qu'ils savent qu'ils ont tort, depuis longtemps, depuis toujours. Et ce qui leur fait peur, c'est que nous agissions en justice. Aussi, nous avons commencé des procès, nous allons en faire beaucoup d'autres. Nous avons maintenant une force, nous avons une connaissance du dossier, nous avons une rapidité pour agir. Nous avons étudié ce qu'avaient fait les combattants sahraouis de la grande époque. Nous essayons de faire le 10e sur le plan juridique, mais nous marquons beaucoup de points face à des adversaires qui sont des gros patapoufs, qui sont pleins d'argent, de l'argent qu'ils ont volé aux autres, et notamment aux Sahraouis, et qui n'ont aucune réactivité, qui savent faire une chose, c'est je dis une chose, je fais l'inverse, j'essaie de durer le plus longtemps possible. Donc notre détermination à agir en justice, elle est entière, elle sera de plus en plus forte, et j'encourage d'autres mouvements qui sont dans les mêmes situations à comprendre toute la force du droit quand on réagit, quand on comprend la violence qu'il y a eu quand nous avons simplement dit nous allons essayer d'agir en justice. Donc je lis beaucoup de choses dans la presse. Je sais qu'il y a un discours anti-juge, anti-droits fondamentaux. Ne vous laissez pas piéger. Le droit fondamental, ça marche. Le recours en justice, ça marche. Le juge indépendant, c'est une réalité. Il faut lui donner des bons arguments, il faut avoir une juste cause, mais vous devez aller de l'avant, courageusement, avec sérénité. Et vraiment, les étudiants doivent avoir confiance dans un monde qui se construit sous l'angle du droit et par le respect du droit. Voilà un peu ce que j'avais à vous présenter rapidement. S'il y a besoin, on pourra rentrer sur les dispositions plus techniques. Simplement en 2 mots, disons que la Cour a jugé que les eaux qui sont en face des côtes sahraouies sont des eaux sahraouies et que le Maroc n'a aucune capacité pour y exercer la souveraineté. De telle sorte, l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Maroc est valable.
il est valable, mais il ne s'applique qu'aux eaux qui sont en face du Maroc. Tout le problème, c'est que cette portion d'eau qui est en face du Maroc ne représente que 8% de la pêche. 92% de la pêche se fait dans les eaux sahraouies. Et c'est le masque qui tombe, c'est d'avoir pu faire mettre noir sur blanc dans des décisions de justice cette réalité qui était connue de tous, parce que tous le savaient. Les grands armateurs de pêche savaient tous qu'ils allaient dans les eaux sahraouies. Ils savent tous qu'ils ont spolié la richesse des Sahraouis. Ils savent tous qu'avec leur argent, le colonisateur a maintenu son oppression militaire. Ils savent tous cela, ils sont complices de ces crimes. Eh bien, la justice leur dit stop maintenant. Alors ils disent on va continuer. Eh bien, je les mets bien en garde de continuer. Je les mets en toute gentillesse. Je leur dis vous arrêtez. Vous arrêtez. La justice s'est prononcée. Comme tout citoyen, vous avez l'obligation de respecter la décision de justice. Et si on laisse une dernière chance, qui va être de quelques semaines, mais si les bateaux continuent, nous allons saisir les cargaisons, nous allons déposer plainte contre eux. Et je peux vous dire que la prochaine fois que nous nous retrouverons à La Laguna, il n'y aura aucun bateau européen dans les eaux sahraouies. Il y aura les bateaux qu'aura décidé le Front Polisario. Vu que sur un plan technique, je vous passe les détails, le Front Polisario a maintenant la possibilité de délivrer lui-même les permis de pêche. Et évidemment, ce n'est pas cette grande pêche industrielle qui ruine les espèces, qui ruine les pêcheurs artisanaux, qui ruine toutes les entreprises individuelles et qui sert simplement d'exutoire aux grands groupes financiers que nous allons privilégier, surtout avec le tort qu'ont fait ces groupes-là. Donc nous entrons dans cette phase d'application du droit. La Cour de justice nous a donné un outil, elle n'a pas donné la solution. Nous allons nous servir de cet outil par des procédures, par la négociation et par la négociation sur la pêche et par la négociation générale. Et je conclue en vous disant simplement deux choses. La première, c'est qu'il y a incontestablement un renouvellement de la donne par les procédures. Et en viendront d'autres. Et il y aura clairement de nouveaux succès judiciaires. Et j'ai dit que nous agirons là où ça fait mal. Nous agirons là où ça fait mal pour nos adversaires. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils devraient déjà, on leur écrit à tous, ils devraient déjà tous nous écrire en disant, vu le mal passé, au moins on arrête tout de suite et on trouve une solution. Donc nous continuons et nous allons vraiment dans l'application par la procédure de ces principes. La deuxième chose est que la solution, elle doit rester politique. Et les responsables espagnols ont un rôle considérable sur ce plan. Ils étaient la puissance administrante et ils le sont encore. Il y a eu un discours pour dire qu'ils auraient pu s'extraire de la notion de capacité d'être puissance administrante. Non. Il est tout à fait clair que l'Espagne est puissance administrante sur le territoire. Elle a une responsabilité considérable. Elle doit jouer sur ce plan. Les souffrances du peuple, parce que nous sont là. Nous ne parlons pas, nous parlons de droit de pêche, oui. Nous parlons de taxes sur les produits agricoles, oui. Parce que c'est le moyen de faire quelque chose. Mais on ne se trompe pas. Quand on ouvre le dossier le matin, quand on fait une recherche, quand on va plaider, on dit on plaide pour le peuple du Sahara occidental, pour un peuple qui est devenu réfugié, pour des familles séparées, pour un territoire qui est scindé par un mur de la honte de 2700 km, où vous trouvez les plus grands champs de mines antipersonnelles. Nous agissons contre la répression politique. Dans toutes nos actions, nous ne pensons pas aux poissons, nous pensons aux prisonniers politiques qui sont victimes de l'arbitraire et de la torture. Et s'il y a parfois ce qui peut paraître peut-être un peu de véhémence dans le discours, je peux vous dire qu'il n'est que la retranscription exacte de nos actes de procédure. Je ne peux pas donner les actes de procédure, certains sont secrets, mais je peux vous donner tous les argumentaires. Ce que nous disons, nous le faisons. Et les plaintes pénales, s'il y a besoin, nous les déposerons. Je rappelle que l'Espagne, comme la France, ont ratifié la Cour pénale internationale. Tous les sujets de droit interne, tous les sujets espagnols, toutes les entreprises espagnoles
toutes les entreprises françaises sont responsables devant la Cour pénale internationale si elles sont complices de crimes de guerre. Et la Cour définit comme la colonisation comme crime de guerre, avec le fait d'une part de s'approprier des richesses qui ne vous appartiennent pas et d'autre part de jeter une population pour en amener une autre. Ça s'appelle la colonisation. C'est une notion connue du droit international. Elle est devenue une notion pénale. Elle existe dans le statut de la Cour et les entreprises sont soumises à la Cour. Donc on discute. Prenez le temps. Chacun dans son degré peut convaincre. Quel qu'il soit, l'action politique est toujours à privilégier. Mais nous avons le doigt sur les procédures. Et en pensant à toutes ces personnes, à ces familles qui souffrent, eh bien, il est clair que je n'hésiterai pas et que le Front Polisario n'hésitera pas à me donner les mandats pour déposer plainte contre ces responsables pour qu'ils soient punis pour les crimes qu'ils ont commis. Maintenant, le message, il est positif. On va dans le sens de la paix, dans la construction du droit, et le message fondamental qu'apporte le Front Polisario, c'est, et l'immense sagesse de son peuple sahraoui, c'est définissons l'avenir du monde par l'application du droit international. Je vous remercie. Bien, pues ahora la intervención sobre los avances de materia de derecho internacional y su traducción e implementación en el ámbito del Estado europeo. Damos paso ahora al siguiente ponente, Hamed Darabi. Buenos días. De veras, no tengo mucho que añadir después de la brillante intervención del abogado de Ver. Solo diciendo que decía que de veras no tengo mucho que añadir a la brillante intervención del abogado Gilles de Ver. Tal vez unas observaciones. La primera es que al final de esta batalla se puede decir que el derecho internacional sirve para algo, porque esta decisión, esta sentencia, honra de veras a la justicia europea y a los jueces europeos, porque es realmente una batalla de David y Goliat. El abogado Gilles de Ver no ha recordado lo que pasó en la audiencia cuando de un lado la Comisión Europea, el Consejo de Estados, España, Portugal, la Confederación Marroquí de Agricultores, etcétera, con más de 15 a 16 abogados y enfrente un solo abogado, el abogado Gilles de Ver. Nadie podía apostar un céntimo que podíamos ganar esta batalla, pero al final se ha ganado esta batalla porque Gilles de Ver está defendiendo una causa justa, una causa de libertad, una causa que es conforme al derecho internacional. Segunda observación, tal vez muchos se preguntan por qué el Polisario ha tardado tanto para recurrir a esta herramienta que es el derecho internacional. De veras, la respuesta es que el derecho está en evolución permanente y nos hemos aprovechado de la sentencia del Tribunal de Hamburgo en 2010, recientemente, cuando se tomó una decisión, cuando se puso el caso de los productos israelíes, las colonias israelíes en Palestina, y en el marco del acuerdo de aduanas entre la Unión Europea y Marruecos y Israel, que permitía a Israel
de introducir los productos de las colonias palestinas sin pagar lo que se había que pagar. Y al final, la decisión del tribunal, la sentencia, ha hecho una diferencia clara entre lo que está producido en Israel y lo que está producido en las colonias israelíes en Palestina. Segundo nuestra convicción que después de 16 años de guerra, Marruecos ha sido incapaz de imponer una solución militar. Y por cierto, pocos, sino no hay ningún movimiento de liberación que ha pretendido imponer una solución militar. Así que para que el caos ha sido imposible por el ocupante y por lo tanto cada uno está intentando marcar puntos para ganar al final la batalla. Y en este marco, el campo de los recursos naturales es un campo muy importante para nosotros, porque no es un secreto que detrás de la ocupación marroquí hay los recursos naturales del Sáhara Occidental que son muy importantes. No solamente el pesca, muy conocido el Banco Sahariano Canario, pero fosfatos, grandes posibilidades de petróleo y de gas, también hierro, oro, etc. Es decir, el potencial económico es muy importante. Y es porque hemos establecido una política en este marco, a la vez defensiva y ofensiva. Defensiva mediante el trabajo y la coordinación con el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, el Observatorio Internacional, y así alabo y agradezco la parte canaria, su contribución, los militantes canarios en este marco, el marco del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental. Y segundo, teniendo nuestra propia política en este marco, cuando hemos declarado en 2009, el Parlamento Saharaui adoptó una decisión sobre la zona económica exclusiva del Sáhara Occidental, que estamos compartiendo con Canarias, y es absolutamente incomprensible que hasta ahora las aguas territoriales, la zona exclusiva económica de Canarias, queda por definir en el Atlántico. Y hemos también creado una autoridad de petróleo y de gas encargada de mantener relaciones con empresas, y hay unas empresas que han aceptado firmar con nosotros acuerdos sobre prospección de petróleo y de gas, sobre prospección de minerales, etc. Y también hemos recurrido por fin a los tribunales. La sentencia de 2015 y luego 2006 han tenido mucha implicación, muchas consecuencias para los intereses económicos implicados en el Sáhara Occidental. En petróleo había muchas empresas, Total, Fina de Francia, Kermagui de Estados Unidos, Cosmos de Estados Unidos, Kern de Gran Bretaña, Glencore de Suiza, etc. Y San León, que han firmado acuerdos con Marruecos. Pero desde la asociación que ha permitido la sentencia del Tribunal Europeo hizo que hoy día la mayoría, sino la casi totalidad de esas empresas se han retirado. Queda solamente San León y Teluel, dos pequeñas empresas, una de ellas irlandesa, pero las más importantes se han retirado. Las últimas han sido Glencore de Suiza, Cosmos, que es muy famoso, que es una empresa muy famosa, muy presente sobre todo en África del Oeste, que descubrió últimamente un campo de gas en la frontera entre Mauritania y Senegal, y descubrió hace 2 o 3 años también petróleo en Ghana, que es muy presente, y se ha retirado. Así que ha permitido
esta acción conjunta de la sentencia del tribunal, pero también del Observatorio de Recursos Naturales, la actividad en este marco, que la mayoría de esas empresas se han retirado. También, como han podido leer en la prensa, hemos también recurrido a tribunales en Panamá y en África del Sur para arrestar los barcos que transportan fosfato de bucrá vendiéndole a otras empresas. Y ha sido un éxito. Por primera vez, el Tribunal de África del Sur, Puerto Elizabeth, ha decidido que la carga de fosfato apartenece a la República Saharaui y que por lo tanto Marruecos no tiene ningún derecho sobre este fosfato. Y eso tiene sus consecuencias, porque a partir de esa decisión del arresto en mayo, hasta hoy día, ningún barco se ha atrevido, transportando fosfato, se ha atrevido a pasar por el Canal de Panamá o por África del Sur, el Capo de Buena Esperanza. Todos pasan por Chile, por el puerto de Chile, por el sur, lo que le cuesta muchos días y mucho dinero para llegar a su destino final, en su mayoría para Vancouver en Canadá y Nueva Zelanda. Las empresas desde mayo del año de 2017, cuando se tomó esa decisión en Puerto Elizabeth, empresas de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Lituania, de Australia, han dejado de importar fosfatos del Sahara Occidental, y últimamente los que durante años han comprado casi el 59% de la producción de bucrá, es decir, potasio y agrio de Canadá, han decidido ellos también dejar de importar fosfato del Sahara Occidental durante el año 2018. Eso demuestra la importancia de la sentencia, de la actitud del Tribunal Europeo. Las consecuencias ya se pueden vivir directamente, y eso la gente se toma en consideración que no es solamente el derecho a la autodeterminación, pero la soberanía permanente sobre los recursos naturales del Sahara Occidental. Y abre, pues, porque la ocupación marroquí se nutre de los recursos naturales del Sahara Occidental, bien entendido. Durante años, Marruecos llegó hasta exportar de fosbucrá algo como 3 millones de toneladas de fosfato, y con los precios de 2008 puede llegar a 1.000 millones de dólares. Ahora, por cierto, los precios han bajado mucho, están a nivel de $100, y también la exportación con lo que ha pasado en los tribunales y la decisión de muchos países de no importar fosfato apenas ha llegado durante el año 2017 a una tonelada 100.000. Así que los recursos naturales tienen una gran importancia en este marco. Ya quedan muchos intereses implicados, sobre todo en la pesca en España. Decenas de empresas pequeñas y medianas están implicadas en el expolio de recursos naturales del Sahara Occidental. Hay un buen documento hecho por la SEAS sobre este tema. Se puede decir Juan Barra Luna, por ejemplo, que tiene Las Palmas, Sánchez Guzmán, Freire Mar, para hablar solamente de Gran Canaria y de las Islas Canarias, o Gran Intra también, en Las Palmas de Gran Canaria, pero también, hablando de Canarias, lo de la arena que para las playas aquí, en las Islas Canarias. Es un tema de extrema importancia porque decía que no es solamente nutre al ocupante y le permite tener más medios para
reafirmar y imponer su ocupación cuando viola diariamente y sistemáticamente los derechos humanos, pero también a través de esos acuerdos hay el mensaje que significa que lo que firman con Marruecos están aceptando la ocupación marroquí, están no solamente financiando la ocupación, pero al mismo tiempo están alabando, están animando, están apoyando políticamente esta ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Diría que las dos sentencias mencionadas, la de 2016 y la de 2018, parten de una afirmación rotunda que ya hizo hace más de 40 años la Corte Internacional de Justicia. El Sáhara Occidental no es un territorio marroquí. Por cierto, se puede decir que no es nada nuevo, pero hay un cambio sustancial. Ahora es el Tribunal de Justicia Europeo quien lo ha afirmado. Y ya no es una afirmación que pueden ignorar los tribunales españoles. Eso es nuevo. Y los tribunales europeos. Ahora esta sentencia forma parte del derecho europeo, de la Unión Europea, y todos los Estados miembros tienen la obligación de aceptarlo y de aplicarlo. La sentencia del 27 de febrero de 2018 tiene una consecuencia clara. Ni la Unión Europea ni España pueden negociar la pesca en aguas del Sáhara Occidental con Marruecos. La única parte con la cual la Unión Europea puede negociar es con el Frente Polisario como representante del pueblo. La Unión Europea tiene solo dos opciones. La primera es negociar desde ahora con quien, de conformidad con el derecho internacional, tiene la capacidad legal de hacerlo, el Frente Polisario, y estamos dispuestos a hacerlo inmediatamente. La segunda es renunciar a que los buques españoles puedan pescar en estas aguas hasta que se resuelva el conflicto tras la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Nadie debe interpretar que el recurso presentado por el Frente Polisario tenga por objetivo perjudicar los intereses de los pescadores españoles. Entendemos tal vez el enfado que pueden tener los pescadores, pero creemos que deben dirigir ese enfado contra los que utilizan el Sáhara Occidental como moneda de cambio en sus relaciones con Marruecos, que en vez de promover la autodeterminación del territorio, que haría que la pesca fuera legal, prefiere apoyar al Estado que ocupa militarmente el territorio del Sáhara Occidental, violando el derecho internacional. Los canarios conocen las penalidades, el calvario que vive un pueblo hermano, el pueblo saharaui, que vive dividido entre quienes soportan la ocupación militar de Marruecos en su tierra, que les impide además pescar en sus propias aguas, y quienes viven en los campamentos de refugiados en la parte más inhóspita del desierto y a cerca de 1000 kilómetros de sus costas. Sabemos que la pesca en las aguas saharauis forma parte de una antigua tradición canaria que respetamos y queremos que continúe, pero deben entender que no podemos aceptar que sea Marruecos, que viola masiva y sistemáticamente los derechos de los saharauis, quien negocie y se beneficie de su explotación. Si lo miran un poco de perspectiva, entenderán que estos procesos
delante de la Corte del Tribunal Europeo, no son más que un paso en el camino hacia nuestra autodeterminación, lo que el abogado acaba de mencionar, que para nosotros eso no es una finalidad, es un punto de partida. Eso debe realmente sacudir las cosas y hacer abrir ojos, que hay un problema, que hay un conflicto, que está hipotecando todo progreso en esta región, la estabilidad de la región, la cooperación en la región, y que es el momento realmente de hacer algo para que se solucione este conflicto sobre la base definido por la Corte Europea de Justicia, que es el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación. Desgraciadamente, se trata de un problema permanente para la política exterior española. Y sin una solución del conflicto del Sáhara Occidental habrá siempre problemas en esa zona. No habrá entendimiento, ni estabilidad, ni cooperación. Es el momento realmente de aprovecharse de esta sentencia para lograr una solución del conflicto. Europa tiene una gran responsabilidad, no solamente porque España no ha asumido su responsabilidad en 75, pero también porque Francia sigue apoyando a Marruecos en Naciones Unidas y particularmente en el Consejo de Seguridad. Así que, como he dicho a la prensa, que eso debe de ser una victoria para nosotros todos. Tomar la iniciativa, apoyando el enviado personal, el secretario general, que es también europeo, y para que se apliquen las resoluciones del Consejo de Seguridad, porque para que por fin el pueblo saharaui pueda gozar de su derecho a la autodeterminación e independencia. Es lo que quería mencionar, no quiero alargarme más. El abogado Gil dijo lo más importante y estamos ahora dispuestos a responder si hay más preguntas. Muchas gracias. Sí, vamos a dar paso a las preguntas. Me temo que vamos a tener que hacer mediante un bloque de preguntas, pero para la traducción necesitaríamos un micrófono, ¿no? Para que se le pueda traducir al abogado de Vers. Entonces no sé si el equipo de traducción tiene algún micrófono disponible. Sí, ¿tiene un micrófono disponible para pasar al turno de pregunta, para que pueda escuchar la traducción? Bien, en cualquier caso, vamos a intentarlo desde la sala, a ver si le escuchan para traducir. Y bueno, creo que había alguna pregunta por aquí pedida, no sé si hay alguna más. Si no, atrás también hay otra pregunta y aquí hay otra. Lo que por el tiempo pediría que fueran escuetos y concretos, no intervenciones, sino preguntas, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Y ¿puedes realizar tu pregunta por aquí primero? Sí, en voz alta, a ver si hay micro, no hay micro. No hay micrófono y no se escucha. A lo mejor que pregunten, se acerquen a se acerquen ahí, pues de acuerdo, de acuerdo. Vamos a tener que hacer de esta manera más artesanal, porque sí, porque no hay micro, ¿no? Ah, vale, pues entonces lo puedes hacer desde ahí si quieres. Vale. Buenos días a todos. Sí. No es una pregunta, es darle las gracias
señor Gilles por el buen trabajo que ha hecho en nuestra causa y de su nombre. Yo solo quiero dar las gracias y admiración. Nosotros, pueblos saharauis, necesitamos varias personas. Hay una pregunta pedida acá. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Mi pregunta es, ya que la Unión Africana es el único organismo que reconoce el Sáhara como Estado y donde tiene representación oficial, y sabemos que la vuelta de Marruecos a la Unión Africana, el año pasado, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con buscar apoyo en su ocupación del Sáhara. ¿Cómo va la lucha en esa parte? Hay países que siguen apoyando el Sáhara, ha habido países que han empezado a apoyar a Marruecos, en Nigeria. Sí. Había otra pregunta por aquí, ¿no? Si la puede, cuando termine de traducir, si no te importa. ¿Alguna pregunta más para esta primera rueda? ¿De acuerdo? De acuerdo. Preguntas, por favor, concisas y precisas, porque se nos va el tiempo. Por favor. Premièrement, je veux remercier notre avocat pour avoir présenté dans les Nations Unies. Je vous demandais une seule question parce que nous sommes des citoyens sahraouis. On a observé plusieurs fractions de ce niveau. On a vu que les produits alimentaires sahraouis se représentent la matière prime et l'opération de l'emballage se passe au territoire marocain. Il viendra ici à les marchés européens comme des produits marocains. C'est quoi la méthode efficace pour protéger notre produit alimentaire, pour protéger notre ressource naturelle? Bueno, entendieron, el compañero planteaba cuál sería el procedimiento de que se debería servir por los saharauis para defenderse del hecho de que la materia prima es saharaui, pero después de su transformación se hace en territorio marroquí y es vendido en Europa como si fueran productos marroquíes. ¿Cuál sería el procedimiento para resolver esta situación? Vale. Atrás, por favor. Je suis un étudiant sahraoui du territoire occupé du Sahara occidental. Es un estudiante saharaui que viene de los territorios ocupados del Sahara Occidental. D'abord, je remercie Monsieur Gilles pour la défense de la cause sahraoui. Quiero agradecer al señor Gilles la defensa de la causa saharaui. Et ma question sera comment faire pour protéger les ressources naturelles du Sahara occidental si le régime marocain et les sociétés européennes ne respectent pas le jugement du corps européen. ¿Cómo podemos hacer para proteger los recursos naturales saharauis si las empresas europeas y el régimen marroquí no respetan la sentencia? Sí, había una pregunta aquí primero y luego aquí y cerramos este bloque de preguntas para dar lugar a la intervención. Por favor. Buenos días a todos. Gracias por el trabajo que han hecho, que es grandísimo. Mi pregunta es, después de esa victoria que han hecho a lo largo de estos 6 años, ¿cómo podemos, ya de que estamos a favor de que no se extradita más los recursos naturales del Sáhara Occidental, qué podemos valorar esos 42 años de expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental a través de empresas europeas o no europeas y Marruecos, indemnizar esos 42 años de expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental en los tribunales internacionales. Gracias. Su pregunta, por favor, y terminamos este bloque de preguntas para dar el lugar a la intervención. No voy a plantear una pregunta. Ce que je vais dire, c'est au nom des handicapés sahraouis qui n'ont pas pu continuer la lutte jusqu'à l'indépendance, je vous remercie, monsieur.